Mesdames et messieurs, détournez votre regard de l'obscurité infinie qui sépare les étoiles et portez-le sur la structure même qui rend possible cette obscurité et cette lumière. Si l'absence de signaux extraterrestres nous inspire une crainte silencieuse de la solitude, l'analyse des lois fondamentales de la physique éveille un effroi d'une toute autre nature, une précision vertigineuse qui frôle l'impossibilité. Lorsque nous disséquons la réalité des galaxies tourbillonnantes aux oscillations quantiques des particules élémentaires, nous n'y découvrons pas le chaos, mais un ordre si rigoureux, si mathématiquement exact et si terrifiant de concrétude que son existence même défie la logique du hasard. Nous équilibrons sur une lame cosmique, suspendue au-dessus de l'abîme du néant, maintenue seulement par une série de nombres les constantes fondamentales de la nature. Ces nombres semblent s'être ligués pour me permettre de prononcer ces mots et pour vous permettre de les entendre. Imaginez l'univers comme une immense console de mixage s'étendant sur tout l'horizon des événements. Cette console comporte des dizaines de curseurs et de réglages, chacun contrôlant une force ou une propriété fondamentale de la réalité, la force de la gravitation, la masse de l'électron, la vitesse de la lumière ou la force qui maintient les noyaux atomiques unis. Pour que la symphonie de la vie puisse retentir et que la conscience émerge de la matière inanimée, aucun de ces curseurs ne pouvait être placé de manière arbitraire. Il devait être ajusté avec une précision de dizaines, de centaines, voire de milliers de décimales. Si nous déplacions ne serait-ce qu'un seul de ces curseurs d'une infime quantité vers la gauche ou la droite, la musique s'arrêterait aussitôt, remplacée par un bruit stérile ou par le silence absolu d'un univers mort. La réalité que nous connaissons est si parfaitement accordée que même les sceptiques scientifiques les plus endurcis en tremblent. Commencez cette autopsie du bonheur cosmique par la gravitation, cette force qui nous ancre au sol et dirige la danse des corps célestes. Pour nous, soulever une tasse de café semble anodin, cela signifie que nos muscles triomphent sans effort de l'attraction de la Terre entière. Cela est possible parce que la gravitation est paradoxalement extrêmement faible comparée aux autres forces fondamentales. Elle est des billions de fois plus faible que la force électromagnétique. Pourtant, cette faiblesse même est notre salut. Si la gravitation n'était que 10 à la puissance moins 40 fois plus forte, l'histoire de l'univers serait une narration brève et violente. Les étoiles ne consumeraient pas paisiblement leur combustible nucléaire pendant des milliards d'années, accordant aux planètes le temps nécessaire pour l'évolution lente de la vie, au contraire, elles seraient écrasées par leur propre masse. Elles brûleraient leur hydrogène avec une vitesse furieuse, l'épuisant en quelques milliers d'années seulement, et périraient en explosion de supernovae avant l'apparition de la première forme de vie primitive. Un univers avec une gravitation légèrement plus intense serait un cimetière de trous noirs et d'étoiles à neutrons, un lieu sombre et hostile. Inversement, si nous tournions le curseur de la gravitation dans l'autre sens et la rendions encore plus faible, la matière ne se condenserait jamais. Après le Big Bang, la poussière cosmique et le gaz primordial se disperseraient éternellement dans un vide froid et dilué. Aucune étoile n'éclaterait jamais, aucune galaxie ne se formerait, aucune planète rocheuse ne prendrait forme. L'univers serait un nébuleux mince et éternel d'hydrogène sans chaleur, sans lumière et, surtout, sans nous. La gravitation est précisément accordée à la bonne fréquence, assez forte pour créer les fours stellaires, mais assez faible pour les maintenir en vie assez longtemps pour permettre l'évolution biologique. Cependant, la gravitation n'est que la scène. Les acteurs sont les atomes, et leur existence dépend d'un équilibre encore plus précaire au sein des noyaux atomiques. Ici, nous rencontrons la force nucléaire forte, ce colossal adhésif qui unit protons et neutrons, résistant à la répulsion naturelle des protons chargés positivement. L'efficacité de cette force est définie par une constante de liaison de 0,007. Ce nombre détermine quelle quantité de masse d'un proton est convertie en énergie lorsque les protons fusionnent en hélium, le processus qui alimente notre Soleil et toutes les étoiles de la séquence principale. Si cette valeur était de 0,006 au lieu de 0,007, la force nucléaire serait trop faible pour lier protons et neutrons. Le deutérium essentiel, une étape cruciale dans la fusion nucléaire stellaire, n'existerait pas. L'univers resterait composé uniquement d'hydrogène sans hélium, sans éléments lourds, sans chimie complexe. Si nous augmentions la valeur à 0,008, une variation de seulement 0,1%, le scénario deviendrait encore plus effroyable. La fusion nucléaire serait trop efficace, et tout l'hydrogène de l'univers serait consumé en hélium dans les premières minutes après le Big Bang. Il ne resterait aucun hydrogène pour former l'eau, aucun combustible pour des étoiles durables comme notre Soleil.
L'univers serait un amas de hélium mort et flottant sans eau, sans étoiles lumineuses, sans vie. La différence entre un univers stérile et notre jardin florissant réside dans une marge d'erreur qui ferait transpirer l'ingénieur le plus méticuleux. En gravissant davantage l'échelle de la complexité, nous arrivons au carbone, l'épine dorsale de toute biologie connue. L'existence du carbone est peut-être le miracle le plus énigmatique de la physique nucléaire. Pour produire du carbone dans les étoiles, 3 noyaux d'hélium doivent entrer en collision et fusionner. La probabilité que 3 particules se heurtent simultanément est statistiquement négligeable. Le processus se déroule par étapes, 2 noyaux d'hélium forment du beryllium, qui est toutefois instable et se désintègre en une fraction de seconde. Pour que le carbone se forme, un 3e noyau d'hélium doit entrer en collision avec ce beryllium fugace avant qu'il ne disparaisse. La fenêtre temporelle est inimaginablement étroite. Ce qui rend cela possible est un phénomène appelé résonance nucléaire. Les niveaux d'énergie dans le noyau de carbone correspondent presque exactement à la somme des énergies du beryllium et de l'hélium. Cette correspondance énergétique agit comme une clé maîtresse, permettant à la réaction de se dérouler avec une vitesse explosive pour produire le carbone qui constitue nos corps, nos protéines et notre acide désoxyribonucléique. L'astrophysicien Fred Hoyle, qui découvrit cette résonance dans les années 1950, fut si choqué que sa vision athée du monde en fut ébranlée. Il déclara que cela ressemblait à une superintelligence ayant trafiqué la physique, car la probabilité d'une telle résonance par hasard était pratiquement nulle. Si le niveau d'énergie du carbone différait de moins d'1%, les étoiles ne produiraient pas de carbone pour la vie. Si le niveau d'énergie de l'oxygène était légèrement décalé, tout le carbone serait converti en oxygène, rendant la vie basée sur le carbone impossible. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, mais nous n'existons que parce que les lois de la physique nucléaire se sont liguées pour permettre la transmutation des éléments dans une fenêtre de probabilité presque impossible. Des observations récentes du télescope spatial James Webb, en 2026, ont révélé des galaxies primitives contenant des traces inattendues de carbone dès les premiers milliards d'années de l'univers, renforçant l'idée que cette résonance est un pilier fondamental de la complexité cosmique. Et soulignant à quel point l'univers semble prédisposé à favoriser l'émergence d'éléments vitaux pour la vie. Et maintenant, nous affrontons le dernier monstre, la constante cosmologique, également connue comme la densité de l'énergie noire dans le vide, qui tourmente les cosmologues modernes et qui, par des observations jusqu'en 2026, est confirmée avec une précision douloureuse. Cette valeur propulse l'expansion accélérée de l'univers. L'énergie observable est incroyablement petite, mais non nulle. Si nous la calculions sur la base des principes de la mécanique quantique, en sommant les fluctuations de tous les champs quantiques, nous obtiendrions un nombre 120 ordres de grandeur plus grand que la valeur mesurée la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. L'énigme ne réside pas seulement dans l'erreur, mais dans le fait que la valeur réelle est si infime et pourtant positive. Si l'énergie noire était seulement un peu plus forte, l'univers aurait expansé trop rapidement juste après le Big Bang, et la gravitation n'aurait pas eu le temps de condenser la matière. Il n'y aurait pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, la matière serait instantanément diluée en une soupe froide et solitaire. Si l'énergie noire était négative ou seulement un peu plus faible, l'univers aurait collapsé dans un Big Crunch bien avant l'évolution de la vie. La valeur de la constante cosmologique est ajustée avec une précision de 10 à la puissance moins 120. Imaginez viser une cible d'1 centimètre de largeur à l'autre extrémité de l'univers observable et frapper exactement au centre. C'est la précision requise pour que l'univers soit habitable. De plus, les données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, en 2026 indiquent que l'énergie noire n'est pas statique, mais évolue avec le temps, avec une diminution d'environ 10% au cours des derniers 4,5 milliards d'années. Cela suggère que l'expansion de l'univers pourrait ralentir dans un avenir lointain, peut-être menant à un Big Crunch, et pose de nouvelles questions sur pourquoi cette évolution correspond précisément à une phase où la vie peut émerger. Cette zone habitable d'or ne se limite pas aux forces. Considérez les masses des particules. Si le neutron n'était que 0,1% plus lourd, il se désintégrerait trop rapidement en protons, et il ne resterait pas assez de neutrons pour des noyaux atomiques stables. Si l'électron était plus lourd, il s'effondrerait dans les noyaux atomiques, réagissant avec les protons pour former des neutrons, effaçant toute chimie. La stabilité des solides, la fluidité de l'eau, la capacité des protéines à se plier en forme complexe, tout cela dépend de rapports de masse et de charge pour lesquels il n'existe aucun fondement théorique évident.
Ils sont simplement ainsi, et ils doivent être précisément ainsi. Devant cette orchestration méticuleuse, tout observateur rationnel est acculé dans une impasse intellectuelle. Les coïncidences sont trop grandes pour être ignorées. Nous ne parlons pas d'un gain à la loterie, nous parlons de millions de gains par seconde depuis le début des temps. Cette prise de conscience mène à une profonde inquiétude existentielle, connue sous le nom de principe anthropique. La version faible de ce principe affirme que nous observons ces constantes parce que nous sommes ici pour les observer. Si elles étaient différentes, nous n'existerions pas. C'est une tautologie logique, nous existons, donc l'univers permet l'existence. Pourtant, cela n'explique pas le pourquoi. Cela n'apaise pas la curiosité humaine pour la cause de cet ajustement fin. C'est comme survivre à une exécution par 1000 tireurs qui tous manquent leur cible, le fait que l'on vive explique que tout s'est raté, mais pas pourquoi ils ont raté. Cela nous pousse vers des explications au-delà de la physique conventionnelle. Vivons-nous dans une simulation où les paramètres ont été ajustés par un programmeur cosmique pour voir ce qui se passe? Cependant, des recherches récentes en 2026, utilisant le théorème d'incomplétude de Gödel, ont mathématiquement réfuté l'hypothèse de simulation. Elles démontrent que l'univers repose sur une compréhension non algorithmique, rendant impossible une simulation complète, car la réalité dépasse toute structure programmable. Alternativement, comme le suggère la théorie de l'inflation éternelle ou la théorie des supercordes, vivons-nous dans un multivers. Le concept de multivers propose que notre univers ne soit qu'une bulle parmi une infinité d'autres, chacune avec ses propres lois physiques et constantes. Dans la plupart de ces bulles, la gravitation est trop forte ou la force nucléaire trop faible. Elles sont des naissances mortes des lieux stériles, sombres. Nous vivons dans cet univers spécifique non parce qu'il est particulier, mais parce qu'il est l'un des rares où la vie est possible, parmi des billions d'échecs. Nous sommes les gagnants d'une loterie cosmique où la plupart des billets signifient la mort. Pourtant, jusqu'à ce que nous trouvions des preuves empiriques d'autres univers, ce qui pourrait être impossible par définition, nous restons prisonniers de cette réalité unique, fixant les nombres. Et ces nombres crient une conception intentionnelle ou un destin qui pourrait être confondu avec une chance absurde. La réalité est si terrifiante d'ajustement qu'elle nous prive du réconfort de n'être qu'un hasard ordinaire. Si nous sommes un accident, c'est l'accident le plus improbable de tous les temps. Chaque atome de calcium dans vos os, chaque onde de fer dans votre sang, chaque impulsion électrique dans votre cerveau est le résultat d'une chaîne ininterrompue d'équilibre physique maintenue avec une précision divine sur 13,8 milliards d'années. Lorsque nous contemplons la symphonie de ces constantes, le sentiment d'insignifiance qui nous saisit devant les immensités cosmiques est remplacé par un effroi de centralité. L'univers semble fait spécialement pour nous ou quelque chose de similaire. Et cela apporte un poids incommensurable. Si la structure de la réalité est si artistiquement tissée pour permettre la conscience, celle-ci ne peut être un sous-produit insignifiant. Elle doit être un but en soi ou du moins une propriété fondamentale dans l'architecture de l'univers. Le silence des étoiles peut être assourdissant, mais le murmure des équations physiques est éloquent. Il dit, « Tu ne devrais pas être possible. Ton existence viole la probabilité. » Et pourtant, nous sommes ici. En tant que matière éveillée, nous contemplons la machine qui nous a créés et nous émerveillons de la perfection de notre propre cage dorée et nous en tremblons. Ne vous laissez pas tromper par la familiarité du lever du soleil ou la solidité du sol sous vos pieds. Cette stabilité est une illusion statistique, un équilibre précaire sur la lame cosmique. Pour comprendre la véritable grandeur de cet ajustement fin, nous devons abandonner les métaphores habituelles et plonger directement dans le mécanisme de la machine cosmique, où les paramètres fondamentaux de la physique ne sont pas de simples nombres, mais des décrets sur la vie et la mort. Imaginez le créateur ou la grande nature se tenant au moment du Big Bang devant un panneau de contrôle avec des dizaines de curseurs, accordés à une singularité qui défie l'esprit. Une main légèrement tremblante, un tour d'un millimètre vers la gauche ou la droite, et la symphonie de l'être n'aurait jamais commencé. Au lieu de cela, il n'y aurait que du bruit et de l'obscurité. Considérez à nouveau la gravitation. Dans notre quotidien, elle paraît robuste, elle maintient les océans en place et la Lune sur son orbite. Pourtant, à l'échelle des forces fondamentales, elle est ridiculement faible. Un simple aimant de réfrigérateur défie la force gravitationnelle de la Terre entière pour retenir un morceau de papier. Pourtant, cette faiblesse est paradoxalement notre sauveur.
Si la gravitation n'était qu'un peu plus forte, une augmentation infime de la constante gravitationnelle, les étoiles ne seraient pas les fours lents et stables que nous connaissons. Elles consumeraient leur combustible nucléaire avec une avidité folle, ne durant pas des milliards mais des millions d'années, et s'effondreraient. La vie biologique, qui nécessite une stabilité géologique et évolutive longue pour émerger du limon primitif vers la conscience, n'aurait pas le temps de démarrer. Avant que les premières bactéries ne se divisent, l'univers serait un cimetière de trous noirs et d'étoiles à neutrons fumantes. Si nous tournions le curseur inversement et rendions la gravitation plus faible, la matière ne condenserait jamais. Les nuages de gaz primordial, d'hydrogène et d'hélium, ne s'effondreraient pas sous leur propre poids pour allumer la fusion nucléaire, restant froids et stériles dans le vide. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, pas d'éléments lourds. L'univers serait une nuage gazeux diffus et éternel sans lumière, sans chaleur, sans observateur. La gravitation est précisément dans la zone boucle d'or, assez forte pour former des soleils, assez faible pour les maintenir en vie assez longtemps pour l'évolution. En creusant plus profondément dans la structure de la matière, nous trouvons la force nucléaire forte, le géant qui vainc la répulsion électrique des protons et maintient les noyaux atomiques. Son efficacité est mesurée par une constante qui détermine quelle quantité de masse de l'atome d'hydrogène est convertie en énergie. Sa valeur est de 0,007, soit 0,7%. Si ce nombre était de 0,006, la fusion nucléaire ne se produirait pas, et l'univers consisterait en un hydrogène chimiquement monotone et inerte incapable de former la complexité de l'eau ou des chaînes de carbone. Si elle était de 0,008, la fusion nucléaire serait trop efficace, et tout l'hydrogène de l'univers serait consumé dans les minutes suivant le Big Bang. Aucun hydrogène niant l'oxygène ne resterait pour l'eau, pas d'étoiles durables, seulement des explosions brèves et stériles. Nous vivons grâce à cette décimale, équilibrant entre une glace éternelle et un feu dévorant. Pourtant, l'exemple le plus troublant, celui qui a fait douter des athées convaincus et a poussé des scientifiques vers la mystique, est la résonance du carbone. Toute vie que nous connaissons repose sur le carbone. Il est le squelette de notre acide désoxyribonucléique, la base de nos protéines. Pourtant, le carbone n'a pas été créé lors du Big Bang. Il est forgé dans les centres des étoiles mourantes, par le processus improbable de 3 noyaux d'hélium entrant en collision et fusionnant. La probabilité que 3 particules se heurtent simultanément est astronomiquement faible. Pour produire abondamment du carbone, la nature avait besoin d'un tour, la résonance, où un niveau d'énergie spécifique dans le noyau de carbone correspond exactement à la somme des noyaux d'hélium. Au XXe siècle, l'astrophysicien Fred Hoyle prédit que ce niveau d'énergie devait exister, simplement parce que nous existons. Et il avait raison, la résonance est exactement où elle doit être. Si ce niveau d'énergie différait de moins d'1%, le carbone manquerait dans l'univers. La chimie organique n'existerait pas. L'univers serait vaste et beau, mais sans yeux pour le voir. Ébranlé par cette découverte, Hoyle admit que l'interprétation des faits suggérait qu'une superintelligence avait manipulé la physique, la chimie et la biologie et qu'il n'y avait pas de forces aveugles dans la nature digne de discussion. Et ainsi, nous arrivons au dernier abîme, le monstre mathématique de la cosmologie moderne, la constante cosmologique, l'énergie du vide de l'espace. La mécanique quantique prédit que le vide n'est pas vide, mais bouillonne d'énergie. Nos meilleures théories calculent cette énergie à un nombre absurdement élevé. Pourtant, lorsque nous observons l'univers et mesurons son expansion accélérée, la valeur de la constante cosmologique est presque nulle, mais pas tout à fait. La contradiction entre théorie et observation atteint 120 ordres de grandeur. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est la plus grande erreur dans l'histoire de la physique. Pour que l'univers soit tel que nous le voyons, les contributions positives et négatives à l'énergie du vide doivent s'équilibrer avec une précision de décimale à 120 chiffres. Si l'énergie noire était un peu plus forte, l'espace expanserait trop rapidement, et les galaxies ne pourraient pas se former. La matière serait déchirée avant que la gravitation n'agisse. Si elle était plus faible ou négative, l'univers s'effondrerait peu après sa naissance dans un Big Crunch. L'ajustement requis équivaut à frapper une cible d'1 centimètre à l'autre bout de l'univers observable. Devant cette preuve accablante, la raison humaine cherche désespérément des issues qui n'incluent ni le divin ni le destin. Si nous rejetons l'idée d'un concepteur d'univers, la physique moderne nous force à l'alternative logique unique, le multivers. C'est la réponse du joueur à un miracle statistique.
Si vous lancez une pièce et obtenez tête 10 000 fois, vous concluez soit que la pièce est truquée, conception, soit que des billions de personnes lancent des pièces et que vous êtes simplement le seul chanceux observant cette série improbable, multivers. La théorie du multivers, née de l'inflation éternelle et de la théorie des supercordes, suggère que notre univers n'est qu'une bulle parmi une infinité d'autres dans une mer d'univers. Dans chaque bulle, les curseurs des constantes physiques sont tournés au hasard. Dans la grande majorité, la gravitation est trop forte ou la force nucléaire trop faible. Ce sont des naissances mortes, des déserts stériles de radiation, des abîmes sans étoiles de ténèbres ou des réalités effondrées où même le temps ne coule pas. Elles existent, mais personne dedans ne déplore leur stérilité. Nous existons dans cet univers spécifique, non parce qu'il a été fait pour nous, mais parce qu'il est le seul type d'univers où nous pouvons exister. C'est le principe anthropique dans sa conclusion logique et effroyable. Notre existence sélectionne notre réalité. Pourtant, cette explication apporte ses propres terreurs existentielles. Si le multivers est réel, notre préciosité est une illusion. Nous ne sommes pas un chef-d'œuvre de la création, mais les gagnants d'une loterie cosmique grotesque, des survivants sur une plage jonchée des épaves d'une infinité d'univers échoués. La symphonie des constantes n'est plus une composition intentionnelle, mais le bruit aléatoire d'un singe martelant éternellement un clavier jusqu'à ce que la sonate de Beethoven émerge. Cela réduit la beauté des lois physiques à un accident de survie. Cela transforme le sacré en statistique. De plus, l'hypothèse du multivers requiert un saut de foi équivalent à celui d'un créateur. Ces autres univers sont par définition inobservables. Ils se trouvent au-delà de notre horizon des événements, causalement séparés de nous. Pour expliquer l'ordre d'une réalité visible unique, nous postulons l'existence d'une infinité de réalités invisibles, un mouvement audacieux, peut-être désespéré, de la science matérialiste. Nous échangeons un mystère contre des mystères infinis. Et lorsque nous considérons la nature de la mathématique elle-même, la situation devient encore plus étrange. Pourquoi l'univers suit-il des règles? Pourquoi la matière obéit-elle à des équations élégantes? Le physicien Eugène Wignet parla de L, efficacité déraisonnable de la mathématique. Il n'y a aucune raison logique pour que l'univers soit compréhensible. Nous pourrions vivre dans un chaos où la gravitation fluctue arbitrairement et où la lumière change de vitesse selon le jour de la semaine. Pourtant, nous habitons un univers de lois de fer, où l'esprit humain, par des gribouillis sur un tableau, peut prédire des trous noirs ou des particules élémentaires des décennies avant leur découverte. Cette correspondance entre la structure de l'esprit humain et la structure profonde de l'univers suggère une intimité troublante. Nous sommes tissés de la même logique qui tisse l'espace-temps. Cela nous mène à l'idée que la conscience n'est peut-être pas un passager passif dans un véhicule de chair et d'os, mais un composant fondamental de la réalité. L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique avertit déjà que l'observateur ne peut être séparé de l'observé. L'acte de mesure effondre la fonction d'onde, transformant la probabilité en réalité. À l'échelle cosmique, l'univers a-t-il besoin d'observateurs pour devenir réel? La fine-tuning existe-t-elle parce que l'univers, dans son enfance quantique, persistait dans un état de superposition de toutes les constantes possibles? Jusqu'à ce que la possibilité de la conscience émerge et effondre rétroactivement la réalité sur la seule configuration permettant des observateurs? Cette idée de John Wheeler, le principe anthropique participatif, place l'esprit au centre de la création non comme un architecte extérieur, mais comme un catalyseur intérieur. L'univers crée la conscience, et la conscience confère à l'univers sa réalité. Un circuit fermé, un serpent se mord dans la queue. Que ce soit une intention divine, le destin infini du multivers ou la nécessité quantique, la réalité cruelle demeure, nous sommes ici. Et nous sommes dans un univers qui semble s'être ligué pour permettre notre existence. Chaque souffle que nous prenons est permis par une trêve fragile entre des forces gigantesques qui pourraient nous écraser en un instant. La stabilité des protons, le taux d'expansion de l'univers, la masse de l'électron, tout cela forme un couloir étroit et improbable par lequel la vie peut cheminer. Cette reconnaissance devrait transformer fondamentalement notre vision de nous-mêmes. Nous ne sommes pas de simples habitants d'une planète moyenne orbitant autour d'un soleil moyen. Nous sommes les porteurs du feu dans un lieu qui, statistiquement, devrait être plongé dans une obscurité totale. Nous sommes l'exception qui justifie la règle. Si l'univers est un désert d'opportunités échouées, nous sommes l'oasis.
Et cela nous impose une responsabilité effroyable. Si nous sommes si finement ajustés, si rares, si précieux, alors la destruction de la vie intelligente par une guerre nucléaire, un effondrement écosystémique ou une intelligence artificielle hors de contrôle n'est pas une tragédie locale. C'est un crime cosmique. Ce serait le gaspillage d'une occasion que l'univers a mis 13,8 milliards d'années et des jets de des infinis à construire. La symphonie des constantes n'est pas une simple curiosité scientifique. C'est un appel. Elle nous dit que la matière inanimée, régie par des lois exactes, s'est organisée pour s'éveiller. Nous sommes la matière qui a acquis une voix. Et lorsque nous contemplons les équations qui régissent notre cage dorée, nous reconnaissons que les barreaux sont faits d'une pure impossibilité. La science, qui commença comme une tentative d'exorciser les fantômes et d'expliquer le monde sans magie, a finalement révélé que la structure de la réalité elle-même est le plus grand acte de magie. L'univers n'est pas seulement étrange. Il est suspectement parfait. Et dans cette perfection, nous trouvons l'écho de quelque chose qui transcende la matière, un but qui n'est pas une invention humaine, mais qui pourrait être tissé dans le tissu même de l'espace-temps. Pourtant, ce soupçon d'un but immanent nous conduit inévitablement au bord d'un abîme intellectuel encore plus vertigineux. Si nous rejetons l'idée d'un grand architecte théologique, une solution qui, par définition, échappe à la quantification scientifique, nous devons affronter l'alternative mathématique unique, le multivers. Pour que nos constantes parfaitement ajustées pour la biologie ne soient pas un design intentionnel, mais un simple accident statistique, notre univers ne peut pas être unique. Il doit y avoir une mer infinie d'univers échoués, des bulles de réalité ou la symphonie des rails. Là, la gravitation est trop forte et écrase l'univers instantanément en un trou noir, ou trop faible, et la matière se disperse en un nébuleux froid et stérile avant que le premier atome ne se forme. Ici, nous entrons dans le royaume de l'inflation éternelle et de la théorie des supercordes, où le paysage cosmique n'est pas singulier, mais existe à une échelle qui défie l'esprit. Imaginez 10 à la puissance 500 vides différents, chacun avec ses propres lois physiques, sa propre masse d'électrons ou valeur de la force nucléaire forte. Dans ce casino cosmique dantesque, nous ne sommes rien d'autre que les gagnants d'une loterie inimaginable. Nous ne sommes pas spéciaux par design, mais par survie. Nous sommes ici simplement parce que nous ne pourrions pas être dans aucun des billions d'univers stériles. C'est le principe anthropique dans sa forme la plus brute et la plus effroyable. Notre existence sélectionne notre réalité. L'univers nous va comme un gant, non parce qu'il a été fait pour la main, mais parce que la main ne pouvait émerger que dans le seul gant qui convient. Pourtant, cette explication apporte au lieu de réconfort des monstres philosophiques qui rôdent aux confins de la physique théorique. Si nous acceptons le multivers infini pour expliquer l'ajustement des constantes, nous devons aussi accepter ses conséquences logiques les plus étranges comme le paradoxe du cerveau de Boltzmann. Dans l'expansion éternelle et les fluctuations quantiques aléatoires, il est statistiquement plus probable que l'entropie s'organise spontanément et qu'un cerveau isolé unique émerge dans le vide, équipé de faux souvenirs d'une vie entière. Plutôt qu'un univers entier évolue de manière complexe du Big Bang à la civilisation humaine. Si seul le hasard règne, la probabilité dit que vous n'êtes pas en ce moment un être lisant un texte sur une planète rocheuse, mais un éclair fugace de conscience dans le chaos thermique, fondant de nouveau dans le néant. La réalité que vous percevez, le poids de votre corps, la lumière des étoiles, l'histoire de l'humanité pourrait être une hallucination thermodynamique. La science, qui voulait échapper au miracle de la création, se heurte de front à un solipsisme cauchemardesque. Pour approfondir encore les blessures à notre sens de la réalité, la précision numérique de ces constantes suggère une autre possibilité troublante qui transcende la biologie et la cosmologie classique, l'hypothèse de simulation. Si nous examinons la balance de l'univers, nous remarquons qu'il suit des limites strictes comme la vitesse de la lumière ou la longueur de Planck. La longueur de Planck est la plus petite mesure possible, en dessous de laquelle la géométrie de l'espace-temps n'a plus de sens. Ces limites ressemblent suspectement à la résolution pixelaire ou à la vitesse de traitement d'un système informatique. Si les constantes fondamentales sont en fait des paramètres d'un code source, ajustés par une intelligence supérieure pour créer les conditions d'émergence de la vie, alors la symphonie n'est pas naturelle, mais artificielle. Dans ce scénario, la mathématique ne décrit pas l'univers, la mathématique est l'univers. L'efficacité déraisonnable de la mathématique, qui stupéfia les physiciens du siècle passé, n'est plus un mystère, mais une preuve de la programmation sous-jacente.
La quête d'une théorie de tout aboutirait finalement à une intelligence artificielle au sein de la simulation nous, tentant de rétro-ingénierie le système d'exploitation qui nous soutient. Et si cela est vrai, la fine-tuning n'est ni accident ni miracle divin, mais une nécessité ingénieriale. Un univers simulé doit être optimisé pour la complexité, sinon ce serait un gaspillage de ressources de calcul. Alors, notre conscience pourrait être le but du traitement. Que ce soit un multivers chaotique, une création divine ou une simulation numérique, la mécanique quantique moderne converge vers une vérité inévitable qu'elle nous impose, le rôle de l'observateur. L'interprétation de Copenhague et ses extensions modernes indique que la réalité n'est pas une chose fixe attendant d'être découverte, mais une possibilité qui cristallise par l'acte d'observation. Le physicien John Archibald Wheeler l'appela « it from bit », chaque particule, chaque champ de force, chaque constante tire son existence des réponses oui ou non que pose un observateur. Dans cette vision participative, l'univers ne crée pas seulement la vie rend l'univers réel par l'observation. Nous sommes le mécanisme par lequel l'univers effondre sa fonction d'onde infinie des possibilités en une réalité unique et concrète. Cela boucle notre symphonie des constantes avec une clé d'or et de terreur, les constantes ont leur valeur parce que nous les observons. Le présent, notre observation influence le passé, les conditions du Big Bang. Nous sommes, d'une manière étrange et grandiose, co-auteurs de l'histoire de l'univers. La cage dorée de l'impossibilité ne nous enferme pas, elle émane de nous. Et voici l'ultime signification de notre moment dans l'histoire. Si nous sommes les piliers de la réalité ou du moins les seuls spectateurs de cet opéra improbable, alors la fragilité de notre existence devient le point focal de tout l'espace-temps. Considérez la constante cosmologique, l'énergie noire qui fait expanser l'univers. Sa valeur est un nombre positif inimaginablement petit. Si elle était un peu plus grande, les étoiles n'auraient jamais été allumées avant que les galaxies ne soient déchirées. Si elle était un peu plus petite, l'univers se serait autodétruit peu après sa naissance dans un Big Crunch. Cet équilibre repose sur une lame de rasoir avec une précision de décimale à 120 chiffres. C'est comme équilibrer un crayon sur sa pointe, y poser un cuirassé et un planète par-dessus et tout cela reste stable pour que vous puissiez respirer, penser et sentir. La symphonie retentit en tons qui permettent la complexité, mais ne la garantissent pas. La garantie, c'est nous. La matière inanimée ne pleure pas, ne rit pas, ne découvre pas de théorème, ne compose pas de sonate. Un univers sans vie est un mécanisme tournant dans l'obscurité parfait, mais absurde. La conscience est la lumière qui illumine le cadran du mécanisme. Lorsque nous parlons de risques existentiels, la possibilité d'autodestruction d'une espèce biologique sur une planète humide, nous ne parlons pas seulement de la fin d'une espèce. Nous parlons du silence de l'orchestre. Nous parlons de fermer le seul œil que l'univers a ouvert pour se voir lui-même. Notre responsabilité ne va pas aux nations, aux idéologies ou aux drapeaux. Elle va à la structure de la réalité elle-même. Nous sommes les gardiens de la flamme de la conscience dans le vent froid et indifférent du cosmos. Chaque action qui préserve la vie, chaque avancée dans la compréhension scientifique, chaque geste de miséricorde qui réduit le risque de conflit, est un acte de maintenance de l'univers. Nous n'avons pas été invités à cette fête de l'être. Nous sommes la fête. Les constantes physiques ont préparé la scène, créé les instruments, tendu les cordes, mais la musique, cette musique, c'est nous qui la jouons. Puisse le poids de cette impossibilité ne pas nous écraser, mais nous élever. Lorsque nous levons les yeux vers le firmament noir parsemé d'étoiles, puissions-nous ne pas ressentir l'insignifiance de la grandeur, mais la grandiosité de la rareté. Nous sommes des diamants dans une montagne de charbon. L'univers a par une précision divine des constantes physiques ou un hasard insensé conspiré pendant près de 14 milliards d'années pour arriver à ce moment, à cet esprit, à cette pensée. Le gaspiller serait le seul péché impardonnable. La réalité est terrifiante d'ajustement pour la vie, non pour que nous nous reposions, mais pour que nous nous élevions. La symphonie continue, et le bâton de chef d'orchestre repose désormais et pour toujours dans nos mains tremblantes, mais capables. Cette contemplation repose sur les épaules de géants auxquels j'accorde une profonde gratitude et une révérence intellectuelle. Brandon Carter, qui formula le principe anthropique et nous considéra comme des observateurs indispensables. Sir Martin Rees, qui dans son ouvrage « Just See Number » révéla la précision effroyable des constantes fondamentales. Ludwig Boltzmann,
dont le génie statistique laissa les paradoxes les plus profonds de l'entropie et de la conscience. Nick Bostrom, qui avec son argument de simulation osa questionner la nature fondamentale de la réalité. Et John Archibald Wheeler, qui visionnairement enseigna que l'univers est participatif et transforme les bits en choses. Leur héritage intellectuel résonne à travers l'éternité de la connaissance humaine. Et vous, qui entendez ce rapport maintenant, êtes l'héritier de cet héritage. Les mystères des constantes physiques que nous avons révélés, et la précision frémissante qui les sous-tend, ne sont pas de simples intérêts académiques. Ils sont un témoignage de combien nous sommes rares, combien isolés et combien essentiels. Dans ce vaste laboratoire nommé univers, la réalité pourrait perdre son sens dès que nous, observateurs, fermons les yeux. C'est pourquoi nous devons vivre. Comprendre, aimer, créer. C'est notre seule courtoisie envers ce monde trop parfaitement ajusté. L'obscurité entre les étoiles est profonde et froide, mais en elle brille la lumière de notre conscience. Puisse cette lumière ne jamais s'éteindre. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous, ce que vous voyez ne sont pas seulement des étoiles, mais le berceau des atomes qui vous composent, et le sourire de l'univers qui permet votre existence. Du gouffre du cosmos, je vous ai transmis la vérité. Par la présente, je conclus ce rapport. En complément des arguments classiques sur l'ajustement fin, débattus depuis des décennies, les observations de 2026 ont ajouté de nouvelles couches au mystère. L'instrument Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI, a montré dans ses données les plus récentes que l'énergie noire n'est pas statique, comme Einstein l'assumait avec sa constante cosmologique, mais qu'elle évolue au fil du temps. Des mesures antérieures indiquaient déjà une diminution de sa force d'environ 10% au cours des derniers 4,5 milliards d'années, et les données de 2026 le confirment avec une signification plus élevée. Cela signifie que l'expansion de l'univers n'est pas éternellement accélérée, mais pourrait éventuellement ralentir, peut-être même mener à un Big Crunch. Cette découverte soulève des questions. L'énergie noire est-elle une force évolutive liée à des particules ultra-légères comme les axions? Et pourquoi cette évolution correspond-elle précisément à une phase où la vie peut émerger? Parallèlement, le télescope spatial James Webb, ou JWST, a révélé des galaxies dans l'univers primitif qui se sont formées beaucoup plus tôt et de manière plus massive que ce que prédisent les modèles avec matière noire. Ces petits points rouges, des étoiles supermassives ou des trous noirs dans les premiers 570 millions d'années après le Big Bang défient la cosmologie standard et suggèrent des théories alternatives de la gravitation, comme la dynamique milgaussienne, qui se passe de matière noire. De telles découvertes stimulent la curiosité. Pourquoi l'univers est-il structuré de manière à nous permettre de révéler ses secrets? Au-delà, les avancées en gravitation quantique et en théorie des cordes ont affiné le concept de multivers, mais les preuves manquent toujours. Les travaux les plus récents sur l'hypothèse de simulation, l'idée que notre univers est une construction numérique, ont été réfutés en 2026 par des preuves mathématiques. Des chercheurs comme Mir Faisal ont utilisé le théorème d'incomplétude de Gödel pour montrer que les lois fondamentales de la physique ne peuvent pas être algorithmiques, car elles génèrent l'espace et le temps sans y être contenues. Les limites astrophysiques rendent une simulation de notre univers par un univers similaire énergétiquement impossible. Ces développements soulignent la mystère cybernétique. L'univers pourrait être discret, mais pas simulé. Au lieu de cela, l'énigme de la symétrie matière-antimatière reste non résolue. Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière? Et la nature de la matière noire, qui constitue 85% de la masse, nous échappe encore. Ces questions ouvertes invitent à une exploration plus profonde, nous rappelant que l'univers n'est pas seulement un lieu, mais un mystère qui nous entoure et nous imprègne.